Bonjour. Nombre de pages ont été écrites à propos des effets indésirables ou des contre-indications d'une thérapie par hypnose. Je vous propose de faire un peu le point sur le sujet afin d'éclairer les praticiens les plus récents. Si l'on évoque les effets pouvant être qualifiés de graves, dans le sens où ils mettraient en jeu le pronostic vital ou fonctionnel du patient, c'est le désert. C'est-à-dire qu'aucune publication scientifique ne pointe la responsabilité d'une thérapie par hypnose dans d'éventuelles conséquences de ce genre chez des patients ayant vécu une telle thérapie. En revanche, on peut mettre en avant un certain nombre d'effets capables d'inquiéter le praticien ou vécus comme désagréables par le patient. D'abord, les réactions à l'hypnose du fait de la structure du patient. Il est évident qu'un praticien inexpérimenté et confronté à des démonstrations surprenantes de la part d'un patient hystérique pourrait être conduit à interrompre une séance ou la thérapie tout entière, ce qui serait une profonde erreur et aussi le signe d'une méconnaissance de la psychopathologie. Quand on sait les liens étroits qui unissent l'hypnose et la structure hystérique, on peut s'attendre à des réactions pour le moins inhabituelles, qu'il s'agisse de catharsis violentes, de mouvements corporels inattendus ou de conséquences transférentielles massives. De la même façon, pour ce qui est d'un patient paranoïaque, des réactions très bousculantes, voire agressives, peuvent déstabiliser le praticien. Ou encore un patient hypocondriaque qui fera montre de sensations plus qu'étranges au sortir d'une séance d'hypnose et sur lesquelles on s'interrogera en vain. On peut citer dans cette catégorie des réactions très paradoxales, comme de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des phénomènes végétatifs pénibles. Généralement, ces réactions s'estompent assez rapidement, mais peuvent parfois nécessiter une nouvelle séance. Là encore, il suffit pourtant de peu de choses pour éviter de tels désagréments. Enfin, toujours pour ce qui relève de la structure, un fait capital. Ce qui explique la survenue de l'hypnose, c'est le phénomène dissociatif. En conséquence, si un praticien venait à inviter un patient déjà dissocié à vivre une dissociation sous hypnose, on pourrait légitimement s'attendre à un risque de décompensation. D'où l'importance de s'informer, par exemple, des traitements médicamenteux suivis par le patient. Savoir faire la différence entre des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antipsychotiques, des neuroleptiques, des antiépileptiques devrait être évident quand on touche à la modification des états de conscience. Même si le risque de décompensation psychotique n'est pas suffisamment étayé par la littérature scientifique, l'accompagnement de patients psychotiques devrait être exclusivement réservé à des psychiatres. Autre paramètre pouvant avoir une causalité dans des effets indésirables de l'hypnose, les mécanismes de défense du sujet. C'est parfois toute la stratégie d'une thérapie par hypnose qui peut être réduite à néant si le praticien n'a pas eu au moins un aperçu de ces mécanismes chez le patient. Et puis, je citerai encore l'incompréhension par le patient de certaines suggestions formulées par le praticien. Vous savez, avec la mode de ce travail d'horloger sur la construction des métaphores, les formateurs en arrivent à une absurdité qui peut conduire à rencontrer cet écueil, cette incompréhension de la part du patient. On devrait toujours garder à l'esprit la remarque de Jeffrey Zeig, l'indirection et donc la métaphorisation des suggestions devrait toujours être proportionnelle aux résistances supposées ou vérifiées chez le patient.
Autre cause de réaction indésirable par le patient, l'environnement phonique de la séance, parfois très gênant et qui peut annihiler par avance les effets bénéfiques d'une séance, alors qu'une simple technique de ratification permet d'éliminer cette gêne. Et puis je citerai également, bien entendu, un passage trop rapide à l'hypnose. Trop rapide, c'est-à-dire avant même un entretien suffisamment approfondi. Celui-ci ne sera évidemment jamais totalement suffisant pour évacuer tous les écueils possibles, mais il doit au moins permettre de vérifier l'existence de phobies et donc d'éviter de parler de chaleur si la personne ne la supporte pas, de feu si la personne a vécu des brûlures, de placard si la personne est claustrophobe, etc., etc. Donc des éléments biographiques en nombre suffisant doivent être collectés avant d'entreprendre quoi que ce soit. Cela permettra déjà de ne pas importer du matériau risquant d'évoquer au patient de mauvais souvenirs. Quant aux facteurs de risque, là, j'en indiquerai également plusieurs. Premièrement, l'absence de connaissances suffisantes en psychopathologie. C'est un très gros facteur de risque. Deuxièmement, la manipulation volontaire ou involontaire de la part du praticien. Manipulation issue de la façon dont il formule ses suggestions. Un exemple classique de présupposition. Lorsqu'au siècle dernier, au cours d'une séance de spiritisme, le médium posait la question « Qui est là ?» Évidemment, la forme même de la question impliquait que quelqu'un était là. La formulation présente donc des risques majeurs, par exemple, de création de faux souvenirs. Troisième risque, la confirmation ou le maintien du patient dans une approche hypnotique à l'exclusion d'une approche médicale plus conventionnelle. Cela fait évidemment courir le risque de passer à côté d'une pathologie grave et donc de perdre un temps précieux. Toute affirmation ou confirmation par le praticien de la représentation d'une thérapie par hypnose comme étant une démarche autosuffisante, excluant tout recours à une approche plus classique, constitue à mon sens un véritable crime ou au minimum une non-assistance à personne en danger. Que le patient ne veuille pas l'entendre, c'est une chose. Que le praticien ne le fasse pas entendre est une toute autre chose. Et que parfois, il faille refuser de répondre à la demande du patient, cela s'appelle tout simplement de la déontologie. Enfin, quatrième facteur de risque, et non le moindre, la propre structure du praticien. Sans thérapie personnelle, comment voulez-vous que le praticien connaisse ses failles? Qu'en est-il de sa volonté de toute puissance, de son désir de séduire, de sa soif d'être aimé, reconnu, remercié? Qu'en est-il de ses propres mécanismes de défense? Qu'en est-il parfois de ses délires, de sa tendance à vouloir faire partager à tout prix ses croyances? On voit donc bien que tous ces facteurs de risque ne proviennent pas de l'hypnose elle-même, mais du praticien parfois inexpérimenté, mal formé, non supervisé, sans socle déontologique, sans les connaissances suffisantes en psychopathologie. Conclusion, si l'hypnose en tant que pratique complémentaire peut rendre des services inestimables et changer la vie du patient, la formation demeure bien la garantie première de ses effets bénéfiques. À défaut, l'usage de l'hypnose constitue plutôt un facteur de risque. À bon entendeur, à bientôt.